Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 erreurs involontaires que vous commettez et qui font que malgré vos efforts, vous n'arrivez pas ou plus à perdre de la graisse. Les amis, cela fait déjà 4 ans que je coach des personnes dont 75% environ ont, je dirais, pour principal objectif de perdre de la graisse. Et en 4 ans de coaching, j'ai pu observer des erreurs récurrentes chez ces personnes, des erreurs qu'elles commettent souvent à leur propre insu, croyant bien faire ou ne pas faire trop mal et qui pourtant les empêchent de progresser. À ce jour, j'ai dénombré environ 10 erreurs involontaires qui, si vous les commettez, torpillent vos efforts visant à perdre de la masse grasse. Par souci de concision, je ne vais vous en présenter que 5 dans cette vidéo, puis vous présenterai les 5 autres dans un prochain volet. Pour être informé de la publication du second volet et accéder à du contenu similaire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à ne pas oublier d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche en haut à droite de l'écran. Erreur numéro 1. Vous ne mesurez pas ou mal vos progrès. Je trouve ça assez marrant en fait. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas réussir à perdre de la graisse alors qu'en même temps, elles ne mesurent jamais ou refusent de mesurer leurs progrès. Sauf que, comment pouvez-vous affirmer que vous ne perdez pas de graisse si vous ne mesurez pas régulièrement l'évolution de votre taux de masse grasse ? Vérité de la palisse certes, mais l'on ne peut correctement évaluer que ce que l'on mesure. Et ceci est d'autant plus vrai pour une perte de masse grasse qui est beaucoup plus difficile à objectiver et donc à mesurer qu'une perte de poids. En effet, mesurer le poids que l'on perd est très simple. Il suffit de monter sur une balance et de voir le nombre qui s'affiche. En revanche, mesurer la graisse que l'on perd est beaucoup moins évident, en particulier si l'on n'a pas accès aux technologies adéquates. Vous ne pouvez d'ailleurs pas vous baser sur l'évolution de votre poids corporel pour déterminer si oui ou non vous avez perdu de la masse grasse. Votre poids peut en effet tout à fait stagner et même augmenter sur la balance, tandis qu'en même temps, votre taux de masse grasse, lui, est en train de diminuer. Ce peut notamment être le cas si vous faites de la rétention d'eau et ou que vous avez gagné des muscles. En l'espèce, l'augmentation de votre poids corporel sur la balance ne résultera alors pas d'un gain de masse grasse, mais plutôt d'un gain de masse musculaire ou de masse hydrique. C'est pourquoi n'utilisez ni balance, ni impédance mètre numérique, en particulier bon marché, pour déterminer si oui ou non vous avez perdu de la graisse, car ces machines ne sont ni fiables ni adéquates pour calculer votre taux de masse grasse. Si vous n'avez accès à aucune des techniques de pointe suivantes, absorptiométrie biphotonique à rayon X, pesée hydrostatique et plétismographie par déplacement d'air, alors la meilleure stratégie pour mesurer votre taux de masse grasse vous-même consiste, selon moi, 1. À prendre régulièrement vos mensurations toutes les 2 à 4 semaines environ, et notamment vos tours et plis cutanés au niveau de la taille, des omoplates et des hanches. De 2. À prendre régulièrement des photos de vous toutes les 2 à 4 semaines environ également, de dos, de face et de profil contractés et décontractés. De 3. À évaluer votre ressenti dans vos vêtements. Sentez-vous par exemple que vos jeans et que vos t-shirts vous servent plus ou moins aujourd'hui qu'il y a 2 mois. Et de 4. Enfin, à écouter ce que vous disent les gens autour de vous. Sont-ils nombreux par exemple à vous dire que vous avez perdu du poids alors que votre balance vous affirme le contraire? Le cas échéant, cela pourrait simplement vouloir dire que vous avez gagné des muscles et perdu de la graisse. Erreur numéro 2. Vous pensez que perdre de la graisse, c'est avant tout une question de faire plus de sport. Le sport ne peut pas compenser une diète de merde. Répétez après moi. Le sport ne peut pas compenser une diète de merde. C'est un fait les amis. Perdre de la graisse, ça n'est pas une question de sport, mais avant tout une affaire de nutrition. Vous pouvez en effet passer 10 heures par jour au gym. Si vous mangez de la merde en parallèle, vous n'arriverez pas ou aurez énormément de mal à perdre de la graisse. Point barre. Et n'allez pas me citer le cas de ces youtubeurs massifs et écorchés qui se livrent à des food challenges à 10, 20 ou 30 000 calories par jour. Outre leur soi-disant génétique hyper avantageuse, ces influenceurs possèdent pour la plupart des secrets jalousement gardés qui expliquent en grande partie leur capacité extraordinaire à absorber une quantité incroyable de nourriture sans prendre un pet de graisse. Bref, comme je l'ai dit dans cette vidéo, pour schématiser, perdre de la graisse dépend environ à 70% de ce que, comment et combien vous mangez et à 30% de ce que, comment et combien vous vous entraînez. Mieux manger vous amène en effet à consommer moins de calories et faire du sport à augmenter ce déficit calorique qui conditionne votre perte de masse grasse. Si votre objectif numéro 1 est de perdre de la graisse, votre priorité doit donc d'abord être de mieux manger et ensuite de faire du sport et non l'inverse. À ce titre, considérez donc la nutrition comme la clé de contact de la voiture qui vous amènera à la destination perte de gras et le sport comme la pédale d'accélérateur qui réduira le temps qu'il va vous falloir pour y arriver.
Erreur numéro 3, vous mésestimez la quantité de calories que vous consommez et ou que vous dépensez. Autre gros obstacle que rencontrent souvent les personnes qui n'arrivent pas à perdre du gras, le fait qu'elles sous-estiment largement la quantité de nourriture qu'elles ingèrent et qu'elles surestiment largement la quantité d'énergie qu'elles dépensent. C'est d'ailleurs là l'un des grands écueils des études scientifiques en diététique et en nutrition. La quasi-totalité de ces études se basent en effet sur les rapports alimentaires quotidiens soumis par les sujets qui y participent. Une auto-évaluation est là soumise à de très forts biais d'appréciation. D'après une étude publiée en 2015, notre tendance à sous-estimer la quantité de nourriture que nous mangeons quotidiennement pourrait ainsi s'élever de 20 à 50%. Et d'après une autre étude publiée en 2010, ce serait l'inverse avec le sport. Nous aurions en effet tendance à surestimer de 3 à 4 fois l'énergie que nous dépensons à travers l'activité physique que nous pratiquons. Le plus souvent, cette perception erronée serait involontaire. Il est vrai que nous ne faisons pas vraiment exprès de croire que nous mangeons moins et que nous dépensons plus que ce que nous faisons réellement. Je peux d'ailleurs prendre 2 exemples assez parlants pour vous le démontrer. Exemple numéro 1, Franz, Jean-Jacques et Miloud ont reçu pour instruction de se servir une petite part de gâteau. Voici la petite part de gâteau que Franz s'est servi. Voici la petite part de gâteau que Jean-Jacques s'est servi. Et voici enfin la petite part de gâteau que Miloud s'est servi. Personne n'a menti. Chacun a en tout cas l'honnête impression d'avoir respecté la consigne donnée. Mais observez la différence de taille entre ces parts de gâteau. Vous comprendrez ainsi comment l'on peut aisément et en toute bonne foi sous-estimer la quantité de calories que l'on consomme. Exemple numéro 2 avec le sport, Franz, Jean-Jacques et Miloud ont reçu pour consigne de faire 30 minutes de marche par jour durant une semaine. Franz a respecté la consigne de A à Z en marchant à une allure rapide durant ses sorties quotidiennes de 30-35 minutes, ce qui lui a permis de dépenser 1300 calories supplémentaires au total sur la semaine. Jean-Jacques en a fait de même, mais à une allure moins rapide car il promenait son vieux chien. Il n'a par ailleurs pas pu marcher le dimanche en raison d'obligations familiales. Il a finalement dépensé 900 calories supplémentaires sur la semaine. Miloud enfin a marché 10 minutes le matin et entre 10 et 15 minutes il pense le soir. En réalité, Miloud a marché moins de 20 minutes par jour pour une dépense énergétique totale sur la semaine de seulement 650 calories. Ces exemples sont certes caricaturaux, mais ils illustrent bien l'impact négatif que nos perceptions biaisées peuvent exercer sur la réalité et donc directement et indirectement sur notre tour de taille. Erreur numéro 4. Vous vous imposez un régime beaucoup trop restrictif en calories. Vouloir aller plus vite que la musique est une autre grosse erreur que l'on peut commettre lorsque l'on cherche à perdre de la masse grasse. En effet, comme je l'ai dit et redit dans plusieurs de mes vidéos, perdre de la graisse est un processus beaucoup plus lent et complexe que de perdre du poids. L'approche à suivre pour y arriver n'est donc pas la même. Lorsque vous cherchez à ne perdre que du poids, c'est-à-dire de la masse corporelle sans vous soucier de savoir si le poids que vous allez perdre est surtout du muscle ou de la graisse, c'est extrêmement facile. Il vous suffit de créer un déficit calorique en mangeant moins et ou en vous dépensant plus et le tour est joué. L'ampleur de votre perte de poids sera alors plus ou moins proportionnelle à l'ampleur du déficit calorique que vous avez réussi à créer. En revanche, si vous cherchez à perdre principalement de la graisse tout en conservant et même développant du muscle, c'est beaucoup plus compliqué dans la mesure où il vous faut également créer un déficit calorique mais qui soit beaucoup moins extrême. Autrement, vous n'arriverez pas à développer votre masse musculaire et finirez peut-être même par en perdre. Si vous réduisez vos apports alimentaires de façon trop drastique, vous finirez par perdre plus de muscles que de graisse. Pire encore, étant donné l'effet physiologique délétère d'une restriction calorique trop sévère, vous pourriez même finir par perdre des muscles et par gagner de la graisse. N'oubliez pas en effet qu'une réduction drastique de vos apports alimentaires est perçue par votre organisme comme une forme d'agression à laquelle il va réagir en augmentant notamment sa synthèse de cortisol. Or, de nombreuses études scientifiques indiquent que des hypersécrétions chroniques de cortisol sont associées, entre autres, à un épaississement du tissu adipeux au niveau de l'abdomen. Si vous voulez efficacement perdre de la graisse sans perdre de muscle, vous devez donc apprendre à doser votre restriction calorique en évitant les diètes trop agressives et les régimes miracles qui saboteront votre métabolisme et vous feront tomber dans le cercle vicieux et inextricable de l'effet yo-yo. Erreur numéro 5. Vous êtes totalement inactif en dehors de la salle de sport. En anglais, on appelle cela le syndrome de la patate de canapé. Cette expression sexy désigne en fait un syndrome assez courant qui consiste à faire du sport plusieurs fois par semaine, mais à être totalement sédentaire et inactif une fois la salle de sport quittée. Je connais à vrai dire plusieurs personnes affectées par ce syndrome. Elles font du sport quelques fois dans la semaine, mais elles ne bougent plus du tout en dehors de la salle.
Or, rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur l'entraînement pour gagner des muscles et perdre de la graisse simultanément. En matière de dépenses énergétiques, quel est le facteur le plus discriminant? Autrement dit, quel est le critère qui fait le plus la différence entre un sportif qui arrive à perdre de la masse grasse et un sportif qui n'y arrive pas ou plus? Vous avez 2 secondes pour me répondre. Eh bien, bravo à celles et ceux qui s'en souviennent. C'est ça, c'est la NEAT. La NEAT, c'est l'activité physique sans exercice que vous pratiquez. Autrement dit, tous les mouvements que vous effectuez en dehors des heures où vous faites du sport, comme de marcher, de monter les escaliers, de faire le ménage, de jardiner, de ranger les placards de votre salon ou de ranger votre voiture, etc., etc. La NEAT peut considérablement varier d'un individu à un autre et aussi d'un sportif à un autre. Si vous faites par exemple 4 séances de musculation d'1h30 par semaine, mais que vous êtes totalement inactif en dehors de la salle de sport, vous finirez par dépenser moins de calories sur la semaine qu'une personne qui ne fait que 3 séances d'1h15 par semaine, mais qui est par ailleurs très active au quotidien car elle marche et bouge beaucoup. C'est pourquoi n'oubliez pas de rester actif physiquement en dehors des heures où vous vous rendez au gym. Et si vous ne le faites pas pour perdre de la graisse, alors faites-le au moins pour votre santé, car des études scientifiques révèlent que les risques de maladies métaboliques et chroniques sont supérieurs à la normale au sein de la population sportive qui reste hyper sédentaire au travail et à la maison. Voilà donc 5 erreurs involontaires que vous pourriez commettre et qui vous empêchent de perdre de la graisse. Je serais curieux de savoir si vous en commettez certaines et le cas échéant, comment vous comptez vous y prendre pour les corriger. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dans une prochaine vidéo, je vous révélerai 5 autres erreurs involontaires qui pourraient entraver ou ralentir votre perte de masse grasse. Si vous êtes curieux de savoir là ou lesquelles, je vous invite à vous abonner tout de suite à ma chaîne et à activer les notifications pour être alerté lorsque je publierai la vidéo. Sur ce les amis, n'arrêtez pas vos efforts, soyez patient et cohérent dans votre démarche et avec le temps, je suis sûr que les résultats viendront.